En parlant de cadeaux, je voudrais revenir sur le petit exposé livresque que j'ai déjà entamé la dernière fois, à savoir la lecture qui peut aussi t'accompagner lors de ton process dans le Jiu-Jitsu. C'est important. J'estime que c'est important parce que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à une progression efficiente. Beaucoup de facteurs dont la prise en compte peut réellement faciliter ta progression, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le niveau dans lequel tu es et quel que soit ton background. Pour cela, il y a des choses à prendre en compte et j'ai souvent parlé de la biomécanique avec John Danaher, évidemment, parce que plus tes données sont fournies et objectives et à jour dans le domaine de la biomécanique, c'est-à-dire du fonctionnement efficient du Jiu-Jitsu, plus tu peux aussi poser un entraînement qui te permette d'aller vers cette efficience assez facilement. À part le côté biomécanique, évidemment, tu as aussi les autres aspects, c'est-à-dire les méthodologies qui sont utilisées pour pouvoir accéder à cette information biomécanique. Les méthodologies sont importantes parce que selon qu'elles soient elles aussi pensées dans l'efficience, elles te permettront d'accélérer ou pas ta progression dans le Jiu-Jitsu. Les méthodologies, on les connaît aujourd'hui. Il y a les méthodes d'entraînement d'un côté, puis il y a la compétition de l'autre côté. Évidemment, j'ai coutume de dire qu'il est très important de faire le distinguo entre ce qui peut être demandé d'être comme performer, comme compétiteur en compétition, et ce qui peut être demandé d'être comme partenaire d'entraînement à l'entraînement. J'insiste parce que c'est pas un domaine que tu vas entendre souvent, c'est pas des notions que tu vas entendre souvent. La personnalité que tu vas apprendre à développer en compétition ne doit pas être la même que celle qui sera à l'entraînement pour des raisons évidentes qu'il s'agit de deux environnements complètement différents. Deux environnements complètement différents. À l'entraînement, tu es censé être dans la progression et en compétition, tu es là pour gagner. Cela veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement qu'à l'entraînement, tu dois tout miser sur les facteurs qui te permettent de progresser. En compétition, tu dois tout miser sur les facteurs qui te permettent de gagner. Et dans les facteurs qui te permettent de gagner, tu dois savoir manipuler les règles, manipuler l'arbitre, manipuler le chrono et manipuler le score. Si tu n'as pas ça en tête, tu es dans le désavantage parce que ton adversaire n'oubliera pas ce point important. À l'entraînement, il s'agit de favoriser au maximum l'expression de tes compétences. Ces compétences doivent être complètement mises à nu pour pouvoir les porter, les développer.
Dans le cadre des méthodologies, tu as aussi l'aspect ressources. Alors, ça c'est un point assez critique parce que nous vivons dans une ère où les ressources sont abondantes. Et je préfère te dire tout de suite que YouTube, en la matière, c'est très sérieux. Très sérieux parce que c'est une mine d'or pour toi qui veux progresser de façon efficiente. Sur YouTube, tu auras toutes sortes de types de vidéos concernant les compétitions dans tous les rule sets qui te préoccupent. Tu auras des analyses de combat dans tous les rule sets qui te préoccupent. Tu auras des clinics, c'est-à-dire des sortes d'exposés sur des sujets précis, spécifiques qui t'intéressent, que ce soit dans la lutte ou toute autre forme de combat. Tu auras des cours collectifs qui te seront exposés sur un sujet précis. Tu auras des cours particuliers qui te seront exposés. Tu auras des débats concernant les différentes méthodologies, concernant l'histoire du Jiu-Jitsu, tu auras des podcasts concernant l'expérience de personnes déjà avancées dans le domaine, des coachs, des compétiteurs. Tu auras l'expérience de novices aussi, des gens qui démarrent peut-être comme toi et qui ont choisi de documenter, d'exposer, de partager leur expérience avec le monde entier. Cela te donne une palette très large d'informations qui puissent t'apporter de solides data, données pour construire toi aussi, suivant tes objectifs, le chemin de ta progression. Avec YouTube, tu as aussi la littérature livresque. Je sais que ce n'est pas toujours pratique de manier un bouquin pour pouvoir t'exercer, t'entraîner dans le même temps, mais ça vaut le coup de citer certains livres dont la mention peut changer toute une perspective. Et dans le domaine, je vais commencer par Robert Drysdale. C'est un livre qui... Enfin, ce sont deux livres ici qui, pour moi, font vraiment la différence dans la bibliothèque du Jiu-Jitsuka. Pourquoi? Parce qu'ils représentent les faits dans un ordre qui te permet de comprendre beaucoup mieux l'histoire du Jiu-Jitsu, mais plus généralement l'histoire des arts martiaux, parce que ce qui nous a été servi entre-temps, depuis tout ce temps, c'est souvent des anecdotes concernant la grande famille des Gracie et pas beaucoup de faits concernant le développement de cette discipline. Alors, c'est un peu ce que Robert Drysdale essaye de rétablir ici. Robert Drysdale, qui est lui-même quelqu'un avec beaucoup de casquettes, à savoir déjà champion à IBJJF, champion à ADCC, mais qui est aussi à la tête du club Zenith. Il a fait du MMA. En MMA, il a connu 0 défaite. Et aujourd'hui, il entraîne donc des athlètes du plus haut niveau, que ce soit en MMA ou en Jiu-Jitsu, avec des résultats assez spectaculaires, que ce soit en IBJJF ou en ADCC ou voire même MMA. Donc, avec cette plume historique, il rajoute une autre casquette à sa performance, sans mentionner son identité, double identité brésilienne et américaine, qui lui permet d'avoir réellement un angle assez spécial, puisqu'il est
aussi passionné d'histoire, ça fait quelqu'un de référent pour pouvoir parler de ces choses-là. Autrement, évidemment, tout ce que tu peux trouver sur les Gracie, c'est important. On connaît le bouquin de Rayla Gracie, sur lequel je n'ai pas encore posé mes mains, mais même Robert Drysdale dit qu'il faudrait pouvoir lire celui de Rayla Gracie. On connaît aussi le bouquin de Hickson Gracie, dont j'ai une version, je crois, en PDF, que j'ai lu, évidemment. Mais entrer dans la littérature Gracie, ici, on a de Jake Budo, Gracie, qui est un livre en français, là, que tu peux trouver. La famille de la révolution du Jiu-Jitsu. Dans ce livre, au moins, tu as les acteurs qui sont interviewés et tu peux aller de Carlson Gracie à Helio Gracie, Hickson Gracie, Hoyle Gracie, Hoyes Gracie, ainsi que les autres intervenants qui ont été de Kyria Gracie, parce que les femmes ont aussi joué leur rôle dans l'évolution du Jiu-Jitsu. Et ici, tu peux les lire, donc tu peux avoir accès directement à leurs propos. Et c'est en français, je mentionne ça parce que pour l'instant, que l'on parle de Robert Drysdale ou de Rayla Gracie, ce sont des livres qui sont accessibles, pour moi en tout cas en anglais, sinon ils existent aussi en portugais. Et c'est très important de pouvoir avoir accès à ces livres-là. Autrement, pour revenir à la biomécanique, pour moi, je pense que le travail le plus facile à avoir, c'est celui de YouTube. Parce qu'une fois que tu es organisé, que tu as ton plan de travail, à savoir la position standing, 2 personnes debout, la position top-bottom, une personne au sol, une personne debout, et la position bottom-top, une fois que tu t'es organisé par rapport à tes objectifs et par rapport à la biomécanique, savoir ce qui t'est important, ce que tu dois travailler, eh bien, YouTube te permet d'aller exactement vers ce que tu recherches assez rapidement. Si tu es à la méthode ancienne, ici, on a quand même un bouquin de Saulo Ribeiro avec Kevin Howell. Eh bien, dans ce livre très bien fait, tout en images, etc., avec une bonne indexation de techniques, tu peux avoir accès à toutes les techniques qui font l'expression de ces positions dont je t'ai parlé, à savoir du standing, top, bottom et bottom, top, très très répertoriées, très bien répertoriées, qui te permettent aussi de prendre des notes de ce qui t'aurait peut-être échappé en cours, etc. et d'avoir de cette façon-là une référence un petit peu comme un dictionnaire assez exhaustif, même si il a été fait il y a quelque temps maintenant, il reste quand même assez fonctionnel et il te permet comme ça de visiter un chapitre qui te tient à cœur quand tu travailles sur un domaine précis. Je pense que c'est, à ma connaissance, c'est vraiment celui qui est le mieux étoffé pour ce travail-là. Donc, tu vois, tu as quand même beaucoup de ressources qui te permettent comme ça d'accompagner ton entraînement. Ne reste pas tout simplement sur l'idée du sparring. C'est-à-dire tu vas en cours la tête vide. John Danaher le dit souvent, d'aller en cours simplement la tête vide et attendre tout du coach. C'est quelque chose qui n'est absolument pas efficient. C'est quelque chose qui va te faire perdre beaucoup de temps et d'énergie, sans parler des blessures. Parce que le sparring, le risque, il est là. Évidemment, si tu es dans un environnement bienveillant,
dans un environnement qui tient compte de tout cela, il n'y a pas de problème. Mais il suffit que tu sois dans un environnement ultra compétitif où l'entraînement, c'est vraiment, on donne tout et il n'y a plus rien qui reste, pour que tu t'exposes réellement à des blessures récurrentes. Mais c'est contre-productif que de se blesser à l'entraînement, parce que l'entraînement n'est pas fait pour te blesser. L'entraînement est fait pour te voir progresser et te voir de plus en plus solide, aussi physiquement, pas seulement techniquement, aussi physiquement. Donc, très important de considérer cet aspect training, cet aspect sparring. Le sparring, si tu veux l'utiliser comme un outil efficient, doit être lui aussi parcimonieux. Il doit être là comme un outil test. Je viens tester mes compétences. Je teste mes hypothèses. Je teste ce que j'ai échafaudé et je teste, je valide ou j'invalide, je corrige, je retourne à l'entraînement, je travaille pour revenir tester ultérieurement, mais je n'utilise pas le sparring comme simplement mon défouloir, l'endroit où je vais exprimer tout ce que j'ai à exprimer et je rentre à la maison la tête vide. C'est ce fonctionnement-là qui explique que de nombreuses personnes ont perdu beaucoup de temps dans le jiu-jitsu. Perdu beaucoup de temps parce que sans méthodologie appropriée, sans process de vérification de l'acquisition de compétences, sans objectif, eh bien, la pratique seule ne pourra pas te faire progresser de façon efficiente. C'est impossible. La pratique seule, l'entraînement sauvage, te fera progresser, certes, mais ce sera très, très, très besogneux.